Bonjour David Kayla, je suis très heureux de vous avoir dans ce podcast. Je vous ai invité car vous êtes professeur d'économie et avez écrit un article très intéressant sur la conception de l'économie américaine de Donald Trump et notamment de son proche conseiller Stephen Miran, ainsi que deux ouvrages avec Coralie Delhomme sur les dysfonctionnements de l'Union européenne. Dès lors, je voulais avoir une conversation avec vous au cours de ce podcast sur le commerce international. Avant que nous commencions, pourriez-vous vous présenter? Je suis effectivement David Kella, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université d'Angers. Et mon rôle, c'est effectivement à la fois de faire de la recherche et de l'enseignement, mais aussi d'écrire des articles de vulgarisation ou des ouvrages pour m'adresser au grand public sur des sujets qui les concernent. Ce podcast sur le commerce international s'organisera en trois parties. Premièrement, nous reviendrons sur ce que dit la théorie économique sur le commerce international. Deuxièmement, nous nous intéresserons à l'importance qu'accorde l'Union européenne au libre-échange et de mieux comprendre les raisons de cette politique pro-libre-échange. Enfin, nous essaierons d'évaluer si la France peut être compétitive à l'international sans barrière douanière. Oui. Avant de revenir sur ce que nous dit la théorie économique sur le commerce international, pourriez-vous éclaircir pour nos auditeurs quelques notions, telles que la balance des paiements, qui permet de trouver le solde commercial, le solde courant et le solde du compte financier, et un peu distinguer le solde commercial avec le solde des services? Oui, alors la balance des paiements, c'est une série de soldes qui représentent les relations qu'a un pays, par exemple la France, avec le monde extérieur. Donc dedans, on va retrouver le solde courant, mais aussi le solde financier, et puis d'autres soldes, d'autres balances qu'on dit, sur d'autres éléments qui sont moins significatifs. Alors un solde, c'est une différence entre ce qui sort et ce qui rentre. Et donc ce solde, il peut être positif si il sort plus qu'il ne rentre, ou négatif si c'est l'inverse. Alors le solde courant, il inclut quatre éléments. La balance des biens, la balance des services, la balance des transactions courantes qui ne relèvent pas de transactions réciproques, c'est-à-dire c'est souvent des transferts d'argent sans contrepartie, et puis la balance des revenus, qui implique des revenus qui sont acquis du fait du patrimoine qu'on a à l'extérieur. Donc ça, c'est le solde de la balance courante. Et donc la balance commerciale, alors il y a deux définitions. Une définition qui est de dire c'est juste la balance des biens. Mais moi, j'aime pas trop cette définition parce qu'en fait, aujourd'hui, les services sont des marchandises comme les autres. Et donc, j'inclus dans la balance commerciale les biens et les services. Mais bon, ça dépend des économistes et des écoles. Le principe, c'est que ce solde de la balance courante, il représente des échanges, en fait, avec l'extérieur, soit en matière commerciale, soit en matière de revenus, soit des transactions sans contrepartie, en gros. Parfait. Dans cette première partie, donc, nous reviendrons sur ce que dit la théorie économique du commerce international. Ma première question concerne les justifications de la théorie économique du libre-échange. En effet, tous ceux qui ont suivi des cours d'économie apprennent que le modèle de Ricardo montre que la spécialisation des pays selon leurs avantages comparatifs et le commerce entre eux permet une production supérieure de biens. Est-ce que le modèle de Ricardo, qui date du 19e siècle, est-il toujours pertinent? Et pouvez-vous également définir rapidement le libre-échange avant de répondre? Le libre-échange, alors ça peut être deux choses. Traditionnellement, le libre-échange, c'est dire que l'État ne va pas s'intéresser aux échanges, c'est-à-dire qu'il va laisser les individus acheter ou vendre comme ils le souhaitent. C'est un peu le laisser-faire en matière commerciale, c'est une extension du laisser-faire. Mais aujourd'hui, le libre-échange peut avoir une autre signification, puisque très souvent, en fait, c'est des traités de libre-échange. Ces traités sont très, très importants, ils font plus de 2000 pages très souvent. Donc c'est plutôt une vision un peu néolibérale où l'État va venir organiser les échanges. Donc c'est pas du libre-échange au sens où l'État s'en désintéresse, c'est au contraire un accord entre États pour organiser autrement les flux. Alors l'objectif dans les deux cas, c'est vraiment de favoriser les flux, soit par le laisser-faire, donc le libre-échange traditionnel, soit par l'introduction d'un certain nombre de règles qui vont permettre au flux d'être plus facilement, de plus facilement s'organiser. Alors, ce libre-échange du temps de Ricardo, c'était bien sûr le principe du non-intervention de l'État. C'était un principe très libéral de séparation de l'État et de l'économie. Et dans la théorie des avantages comparatifs, en fait, Ricardo, il répond à la théorie de Smith, qui était celle d'Adam Smith, donc,
qui était celle des avantages absolus. Alors dans la théorie des avantages absolus de Smith, c'était juste l'idée de dire, si vous avez deux pays, l'un qui produit un bien à un coût supérieur à l'autre, et l'autre, c'est un autre bien qui produit à un coût supérieur, alors les deux pays ont intérêt à échanger les biens qui sont, enfin pas ces biens-là, c'est-à-dire que là où les coûts sont inférieurs, on va échanger. Hein, en gros, alors on prend l'exemple du Portugal et de l'Angleterre. Donc le Portugal produit du vin à moindre coût et les Anglais produisent des draps à moindre coût. Et donc les deux on gagne si l'Angleterre vend ses draps au Portugal et que le Portugal vend son vin à l'Angleterre. Ça, c'est la théorie des avantages absolus. C'est souvent comme ça qu'on interprète l'échange. Hein. C'est-à-dire que si moi je suis moins cher que toi pour produire un bien, alors on a intérêt à l'échanger. Mais la théorie de Ricardo est un peu plus subtile. C'est la théorie donc des avantages comparatifs. Et dans l'exemple de l'Angleterre et du Portugal, en fait, on va prendre un cas tout à fait théorique, hein, bien sûr, où le Portugal produit des draps à moindre coût que l'Angleterre, mais le rapport entre le coût du drap et le coût du vin est en faveur du vin pour le Portugal. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple, le coût de production du drap en Angleterre, c'est de 100. Le coût de production du drap au Portugal, c'est 90. Donc, on voit bien que le Portugal produit des draps à moindre coût par rapport à l'Angleterre. Mais le coût de production du vin de l'Angleterre, c'est 120. Et le coût de production du vin pour le Portugal, c'est 70. Et donc, on voit bien que du point de vue du Portugal, le drap est plus coûteux à produire que le vin. Voilà. Alors que l'Angleterre, c'est le vin qui est plus coûteux à produire que le drap. Et dans ce cas-là, eh bien, même si le Portugal a intérêt et favorisé par rapport à l'Angleterre sur les deux produits, eh bien, on a quand même intérêt à échanger, puisque du coup, l'échange va entraîner la spécialisation. Tout le vin va être produit au Portugal, tout le drap va être produit en Angleterre, et on peut calculer que en fait, on produit à moindre coût en échangeant et en se spécialisant. Et ça c'est important, mais il faut bien comprendre que ça ne peut fonctionner que parce que justement, on ne peut pas produire le drap et le vin au Portugal. Parce que les facteurs de production sont pas mobiles. C'est-à-dire que le capital et le travail ne peuvent pas aller entièrement au Portugal pour produire les biens pour les deux pays. Donc, un pays a toujours intérêt à échanger, même s'il est moins efficace que l'autre. Et c'est ça, en fait, que nous apprend la théorie de Ricardo. Et c'est en ce sens qu'elle est intéressante, parce qu'elle est contre-intuitive. Mais elle est contre-intuitive parce qu'elle est basée sur une hypothèse très forte, qui est que les facteurs de production ne peuvent pas bouger. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le capital peut bouger, c'est-à-dire qu'on peut aller investir dans un autre pays, où même la main-d'œuvre peut bouger, donc le travail peut bouger. Et puis, il y a aussi une corollaire de cela qui n'est pas exactement pris en compte par Ricardo, c'est qu'on va considérer que tous les facteurs de production sont utilisés, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de chômage. Or, dans la réalité, on peut avoir du chômage, c'est-à-dire un facteur de production, le travail, qui n'est pas entièrement exploité. Alors ça, du point de vue de la théorie économique, c'est pas logique, parce que si on a un facteur de production, pourquoi ne pas l'exploiter, en fait, même pour produire quelque chose d'inefficace. Ce sera toujours moins coûteux que de verser des allocations de chômage. Mais le problème, c'est que le monde, il fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le monde n'est pas ne représente pas une forme de réalité abstraite qu'on peut voir avec un simple calcul. Et l'autre chose qui change, qui ne correspond pas à la théorie de Ricardo, enfin qui n'est pas pris en compte par la théorie de Ricardo, c'est la dimension temporelle. C'est-à-dire que là, on part du principe que le coût de production du drap et du vin, il est donné une fois pour toutes et puis il va pas changer. Or, le principe même d'un pays qui se développe, c'est qu'il va gagner en productivité, il va avoir une production qui sera de moins en moins coûteuse. Et donc, si on réfléchit à ça, ça peut être intéressant pour l'Angleterre de produire du drap, et même du vin, ou pour le Portugal de continuer de produire du drap, parce que même s'il est moins efficace que l'Angleterre, même en considérant les avantages absolus, parce que il peut voir ses coûts diminuer au cours du temps s'il améliore sa technologie, s'il forme davantage ses salariés. Et donc l'un des problèmes de cette théorie, c'est que elle est statique en fait, et elle organise la disparition de certaines filières, parce que quand on se spécialise, ça veut dire qu'on va pas produire tout, on va importer une partie des choses, y compris des choses essentielles. Et donc, si un jour, le pays avec lequel on échange, il arrête d'exporter pour X ou Y raison, on se retrouve incapable d'obtenir cette marchandise. Et donc, là aussi, un autre aspect qui n'est pas pris en compte de cette théorie, c'est la résilience, ou voire c'est des questions liées à la souveraineté, à l'autonomie stratégique. On comprend bien que si on importe toute sa nourriture d'un pays étranger et que tout d'un coup, ce pays veut plus produire ou connaît un problème dans sa production agricole,
on ne pourra plus manger, quoi. Donc ça pose quand même d'énormes problèmes. Merci, donc on voit bien les limites un peu de la théorie, mais comment vous pouvez un peu nous expliquer que justement la théorie donc défend souvent le libre-échange, tandis que la majorité des pays tels que l'Allemagne avec son Zollverein, qui était une barrière douanière protectionniste, ou la Corée ou le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont rapidement développés, ont souvent eu recours au protectionnisme. Oui. Est-ce que la pratique fait un peu mentir la théorie ou... Ah bah oui, mais la pratique fait entièrement mentir la théorie, puisque en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on organise le libre-échange entre un pays développé et un pays en voie de développement, très souvent le pays en voie de développement ne veut pas augmenter ses capacités de production industrielle, parce que ce qui va être le plus importé, ça sera justement les produits industriels qui viennent du pays développé, et comme il est plus efficace, parce que plus développé par définition, eh bien, on ne pourra plus relancer une industrie, une activité industrielle. Et en fait, les pays ne sont pas idiots. Ils ont assez vite vu que le libre-échange était en faveur de l'Angleterre. On parle ici au milieu du 19e siècle, au moment où l'Allemagne veut se développer. Eh bien, elle a bien conscience que si elle organise le libre-échange, alors elle va importer des produits manufacturés britanniques et elle n'arrivera pas à développer une industrie manufacturière. Et là, on revient sur le problème du temps, c'est-à-dire que c'est pas parce que à court terme la spécialisation peut être un avantage en termes de coûts qu'à long terme ça sera un avantage, parce qu'un pays qui ne peut pas se développer, il va perdre des compétences, il va pas accumuler des compétences, et parfois il vaut mieux avoir une industrie inefficace que pas d'industrie du tout. Et ça aussi on l'a vu par exemple dans les années 70. Il y a eu l'ouverture au commerce international de tout un ensemble de pays d'Amérique latine. L'exemple du Pérou, par exemple, est assez intéressant. Le Pérou, soumis aux injonctions du Fonds monétaire international, la Banque mondiale a ouvert ses frontières. Il avait une industrie très peu efficace. Et donc on disait, vous achetez des voitures ou des produits industriels à l'étranger pour moins cher que ceux que vous produisez, donc ça sera bon pour vous. Le souci, c'est que du coup, avec l'ouverture, évidemment, sa production était inefficace, mais elle existait. Et donc du coup, en fait, ils ont tout importé et ils sont tombés en fait dans un sous-développement, parce que derrière cette industrie inefficace, il y avait des salariés compétents, il y avait des savoir-faire, et il y avait une possibilité éventuellement à terme de développer et d'améliorer l'efficacité de cette production. Mais du coup, quand la production industrielle manufacturière disparaît complètement, on peut pas reconstruire à néant les filières. Et on a ce même problème en France où certaines filières ont été abandonnées, et maintenant qu'on s'aperçoit que ça devient stratégique, je pense par exemple à l'extraction et la purification des terres rares. La France était leader mondial dans les années 80-90, mais depuis que la Chine a organisé une filière complète, et bien maintenant qu'il faut des terres rares pour produire des batteries en France ou du matériel de défense, eh bien on ne peut plus s'approvisionner en Chine, parce que la Chine met des barrières à l'exportation de ces produits, et il faut qu'on reconstruise une filière à partir de rien. Il aurait été plus pertinent de ne pas l'abandonner au départ. Ok, merci. Et justement, l'un des autres arguments pour le libre-échange, c'est que le libre-échange permet une croissance économique mondiale, et le protectionnisme, justement, viendrait heurter cette croissance économique mondiale. L'un des économistes qui a fait un peu démentir cette idée, c'est Paul Béroc. Est-ce que vous pouvez revenir sur le paradoxe de Béroc et sur sa position sur le libre-échange? Alors, c'est vrai que l'idée de minimiser les coûts, c'est vraiment l'idée du Ricardo. On va se spécialiser là où on est le plus compétitif comparativement à d'autres biens, et du coup, on paiera moins cher, et du coup, derrière, il y a l'idée qu'il y aurait une croissance économique. Mais comme je l'ai dit, la croissance économique, par définition, c'est un phénomène dynamique. C'est un phénomène qui prend du temps. Or là, on raisonne à l'instant T en disant on est moins coûteux comparativement qu'un autre pays pour produire tel bien, donc produisons ce bien, mais sans réfléchir à la dynamique, c'est-à-dire au développement des compétences, toutes les stratégies de développement. Et en fait, ce que Paul Béroc a démontré, c'est pour ça que c'est un paradoxe, c'est qu'a priori, on pourrait penser que lorsqu'on se spécialise et là où on a des avantages comparatifs, alors on va avoir davantage d'activité économique, et donc la croissance va se développer. Mais en fait, ce qui s'est passé, ce que Paul Béroc a démontré, c'est qu'au 19e siècle, quand les pays ont adopté des politiques libre-échangistes, alors c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle, après un certain nombre d'accords commerciaux avec les Britanniques. Les Britanniques, en 1947, ils deviennent libre-échangistes, mais c'est l'économie la plus développée au monde à cette époque-là, en 1847. Et donc, ils vont imposer ils vont proposer plus précisément des traités de libre-échange. Le premier pays qui va accepter, c'est la France de Napoléon III. Et donc, et puis progressivement, d'autres pays vont s'ouvrir au libre-échange et donc s'ouvrir aux produits britanniques.
Et en fait, ça va atténuer, ça va empêcher le développement de l'industrie manufacturière des pays du coup les moins avancés, des pays d'Europe continentale, et donc ça va limiter la croissance économique. Et c'est là où il y a le paradoxe, c'est que la croissance économique permet davantage de demandes, augmente les demandes et augmente aussi du coup les importations et même les exportations. Et en fait, le paradoxe, c'est que le libre-échange a fait augmenter moins vite les échanges internationaux que la période protectionniste qui avait augmenté davantage les échanges. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a une chose qui est pas forcément très claire, c'est que ce n'est pas les droits de douane qui déterminent en premier plan les échanges internationaux, c'est la croissance économique. Et lorsque on a une politique libre-échangiste, on réduit la dynamique économique, donc la dynamique de croissance, et la conséquence, c'est qu'on réduit les volumes d'échanges. Et en fait, ce que Béroc a montré dans ce livre Mythes et paradoxes de l'histoire économique, c'est que les périodes libre-échangistes, pendant les périodes libre-échangistes, le commerce international augmentait moins vite que pendant les périodes protectionnistes. Et ça, il faut bien comprendre que le protectionnisme, ce n'est pas l'interdiction des échanges. C'est une politique de tarifaire, donc de taxation des importations, qui n'empêche pas du tout les échanges, mais qui remettent à niveau, en quelque sorte, dans les grands théoriciens du protectionnisme, il n'est pas question de mettre des barrières ou des murs qui empêchent les importations. Ça, c'est ce qu'on appelle une politique d'autarcie. Mais le vrai protectionnisme, c'est juste de compenser un déséquilibre de développement, c'est-à-dire de continuer d'importer, ne serait-ce que pour stimuler la concurrence et stimuler l'innovation dans son propre pays. Donc on a besoin de cette concurrence pour devenir efficace, mais pas d'ouvrir sans aucune limite, parce que là, on tuerait entièrement son industrie. Et donc, c'est un équilibre, le protectionnisme, entre les besoins des consommateurs éventuellement et aussi les besoins de stimulation de l'activité productive qui implique qu'il faut importer des produits, et puis la défense de ces industriels qui se battent pas à armes égales et qui donc ont besoin d'une protection tarifaire pour investir et pour se développer. Et une bonne politique protectionniste, en fait, elle favorise le commerce, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Et c'est ça qu'a démontré Paul Béroc. Merci, c'est très clair. Et l'une des théories qui met un peu à mal le libre-échange, c'est le corollaire de Samuelson tiré du théorème HES. Donc je veux bien que vous nous expliquiez ça et comment en fait ce théorème permet de montrer que la situation économique française, permet d'expliquer pardon la situation économique française avec ces inégalités qui se sont accrues progressivement en raison de l'adoption du libre-échange ces dernières décennies. Alors, le théorème HOS, alors du nom, des initiales, des noms des trois auteurs qui l'ont fait, alors je vais pas tous les donner, puis j'ai peur de me tromper et de mal prononcer leur nom. En fait, c'est une extension du modèle de Ricardo. C'est-à-dire que chez Ricardo, on va s'intéresser qu'aux coûts de production et on les compte en général en heures de travail. Parce que dans la théorie de Ricardo, on avait une théorie économique fondée sur la valeur travail. Et pour les auteurs contemporains, en fait, on va pas raisonner comme ça, on va regarder les facteurs de production que sont le capital et le travail. Et donc la théorie HOS dit que pour calculer le coût de production d'une marchandise, il faut regarder plusieurs choses. Donc déjà, le travail peut être qualifié ou non qualifié, le capital peut être plus ou moins abondant. L'idée première des économistes, c'est de dire que le capital est plus abondant dans les pays riches et plus rare dans les pays en voie de développement. Et puis pareil, les travailleurs qualifiés sont plus nombreux dans les pays riches et moins nombreux dans les pays en voie de développement. Donc à partir de ces hypothèses, on va regarder qu'est-ce qui va motiver l'échange et comprendre d'où viennent les avantages comparatifs, avec l'idée que les avantages comparatifs sont liés à la dotation en capital et en facteurs de production travail qui sont plus ou moins compétents ou plus ou moins qualifiés. Et donc, les échanges sont justifiés par les différences de niveau de qualification et de niveau de dotation capital des pays les uns par rapport aux autres. Bref, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais la conséquence de ça, c'est de dire que un pays a intérêt à échanger lorsqu'il a une dotation différente d'un autre pays. Typiquement, quand un pays est développé, il a intérêt à échanger avec un pays en voie de développement parce qu'il dispose plus de capital et d'une main-d'œuvre plus qualifiée. Et donc, la concurrence va entraîner l'importation de biens qui nécessitent peu de capital et peu de personnes qualifiées. Et donc, ça va entraîner des inégalités. Et c'est là qu'il faut comprendre pourquoi il y a des inégalités, parce que les travailleurs peu qualifiés du pays développé vont se retrouver en concurrence avec les travailleurs peu qualifiés et nombreux, finalement, des pays en voie de développement. Et inversement,
dans le pays en voie de développement, les travailleurs qualifiés vont se retrouver en concurrence avec les travailleurs qualifiés du pays développé, mais eux, en fait, comme ils ont choisi, comme le pays a intérêt à choisir de produire des pays qui nécessitent peu de main-d'œuvre qualifiée, parce que leur avantage comparatif, c'est dans l'absence de qualification, dans le coût de la main-d'œuvre faible, eh bien, on va se retrouver avec des échanges qui vont diminuer les inégalités dans le pays en voie de développement, parce qu'en fait, il y aura moins de main-d'œuvre qualifiée, et la main-d'œuvre peu qualifiée va voir ce salaire augmenter, parce qu'on va c'est le principe de l'offre et de la demande. On va demander plus de travail non qualifié pour se spécialiser dans cette production-là, et on va demander moins de travail qualifié. Donc, les salaires des travailleurs qualifiés va baisser, les salaires des travailleurs moins qualifiés va augmenter. Ça, c'est dans le pays en voie de développement. Donc, on va réduire les inégalités. Et puis, inversement, dans le pays développé, eh bien, en fait, on va se passer de la main-d'œuvre peu qualifiée parce qu'on va se spécialiser dans le travail qualifié. Et donc, ça va augmenter les salaires des travailleurs qualifiés et ça va baisser les salaires des travailleurs non qualifiés. Donc, ça va augmenter les inégalités. Mais enfin, tout ça, c'est très théorique. Parce qu'en fait, la théorie HOS ne fonctionne pas dans la réalité, je me permets de le dire. Parce qu'en fait, les pays développés, on voit qu'ils échangent davantage des produits avec des pays développés, de même niveau de développement. Et il n'y a pas du tout ce phénomène en tout cas dans les pays en voie de développement, il n'y a pas ce phénomène de réduction des inégalités parce que voilà, ils vont pas autant se spécialiser que ce qu'il faudrait et les salaires vont pas beaucoup augmenter en fait parce que si les salaires commencent à augmenter, ils vont perdre leur avantage comparatif justement. Donc il y a un phénomène, la théorie dit qu'il y aura un développement par l'exacerbation des différences de départ, c'est-à-dire qu'en fait, les pays avec des emplois peu qualifiés, ils vont voir les revenus des employés peu qualifiés augmenter, mais en fait, la réalité, c'est que ça marche quasiment pas. Et dans les pays développés, la spécialisation, effectivement, elle peut peser sur les salaires des moins qualifiés, mais en fait, on s'aperçoit très vite que, en fait, ça fonctionne pas comme ça non plus. Parce que les pays en voie de développement, par exemple la Chine ou l'Inde, vont augmenter très fortement en qualification, et donc ils vont commencer à concurrencer aussi les travailleurs qualifiés des pays développés, et donc pas du tout comme la théorie l'avait annoncé, et donc on va voir parfois des emplois dans les domaines très qualifiés qui vont disparaître. Les ingénieurs français, par exemple, sont en concurrence directe aujourd'hui avec les ingénieurs chinois ou les ingénieurs indiens, et c'est pas du tout ce qu'on nous avait annoncé. Ou même les comptables de Madagascar, qui ont parfois fait leurs études en France, on va externaliser la comptabilité des services comptables d'une entreprise à Madagascar, parce qu'on est sur le même fuseau horaire, et que là-bas, les salaires sont plus faibles, y compris par les travailleurs qualifiés. Donc, la réalité, c'est que ça marche pas vraiment, cette histoire de spécialisation. Aussi parce que la théorie HOS est fondée sur le principe des facteurs de production immobiles, alors qu'en fait, les facteurs de production ne sont pas immobiles. Et d'ailleurs, les pays en voie de développement vont former leurs travailleurs qualifiés en Europe ou aux États-Unis, et puis ensuite, ils vont revenir, ils seront aussi qualifiés que les travailleurs des pays développés, et ils pourront faire à moindre coût les mêmes services. Donc voilà, donc en fait, la théorie ne fonctionne pas tant que ça. Ok, mais donc par exemple, ce qu'a vécu le textile français avec une compétition directement plutôt asiatique, ou la sidérurgie, vous considérez que c'est pas forcément lié à la spécialisation dans le travail peu qualifié des pays asiatiques? Si. Dans le textile, il y a une concurrence qui est vraiment liée au faible coût de la main-d'œuvre. Mais en fait, ça n'a pas augmenté les salaires dans ces pays. C'est ça que je voulais dire, contrairement à ce que dit le corollaire de HOS, corollaire de Samuelson. Et ça n'a pas empêché les pays en voie de développement de commencer à concurrencer aussi dans le travail qualifié les pays développés. Voilà, c'était ça mon propos. D'accord. Donc aujourd'hui, on a beaucoup le mot souveraineté à la bouche et protectionnisme avec voilà les grands bouleversements politiques. Est-ce que le protectionnisme a gagné la bataille des idées? Et justement, pour revenir à l'article que vous avez écrit, quels sont les fondements économiques qui ont motivé Donald Trump d'adopter une politique protectionniste? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis, la première puissance économique du monde, encore aujourd'hui, a vraiment basculé dans le protectionnisme. Et en fait, ça date pas uniquement de l'élection de Trump de 2024. C'est quelque chose qu'on voit dans les mandats de Trump. Et puis, les États-Unis ont refusé de nommer de nouveaux juges à l'organisme de règlement indifférent, à l'OMC. Donc, ce protectionnisme, en fait, il a gagné la bataille des idées aux États-Unis dans les années 2010.
Et en Europe, voilà, il est toujours pas mis en avant. Maintenant, ce que essaye de dire Miran, donc Stéphane Miran, qui était un financier à la base, conservateur bien sûr, et qui est devenu conseiller de Trump et qui aujourd'hui a un poste à la Réserve fédérale américaine, il était nommé par Trump. Lui, son propos, c'est de dire les États-Unis ont un désavantage par rapport aux autres pays, qui est le dollar. Le dollar étant la monnaie de réserve internationale, il a une demande forte, c'est-à-dire que tout le monde, tous les pays ont besoin d'acheter des dollars pour organiser des transactions financières. Et cette demande fait augmenter le cours du dollar par rapport aux autres monnaies. Et ça crée un désavantage. Et donc, l'obsession de Miran, c'est de faire baisser le dollar. Mais le souci, donc c'est ça le fondement économique du protectionnisme américain. Donc, il dit, si on peut pas faire baisser le dollar, alors il faut qu'on rééquilibre et qu'on réajuste avec des droits de douane pour compenser la question la surévaluation du dollar sur les autres monnaies. Mais en fait, bon, sa théorie, elle est pas si pertinente parce que d'une part, les États-Unis par rapport à l'Europe, par exemple, déjà nous, on a beaucoup de gens qui disent l'euro est surévalué et les Américains disent le dollar est surévalué. Donc, il faudrait savoir concrètement. Moi, j'ai pas l'impression que le dollar soit si surévalué que ça. Alors, il a beaucoup monté avant l'élection de Trump et depuis il a baissé et globalement sur du long terme, il est toujours à 1,2 $ à peu près pour 1 euro. Donc, et puis au départ, l'euro a été construit d'ailleurs pour avoir un taux équivalent à 1 euro du temps de l'écu. C'est il y a très longtemps le European Currency Unit. Quand on a créé le système monétaire européen, on a créé une monnaie et on a fait en sorte que son cours soit à peu près égal à celui du dollar. Bon, c'était dans les années 80, il me semble, ou même avant, je sais plus trop. Mais en tout cas, quand on a créé l'écu, on voit que le cours de l'euro, de l'écu, était quasiment égal à 1 $, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu d'évolution des taux de change très important dans un sens ou dans l'autre. Et puis, deuxième erreur que fait Miran, c'est que, mais ça, je sais pas si on va y revenir, mais la balance, le solde courant total, si on prend tout en compte, entre l'Europe et les États-Unis, est à peu près équilibré. Et donc, il n'y a pas de désavantage structurel. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Europe exporte beaucoup de biens, mais elle importe beaucoup de services et elle paye beaucoup de revenus aux États-Unis. Et ces revenus, c'est en partie lié à sa puissance, à la puissance américaine dans le numérique, qui fait qu'on doit payer beaucoup. Alors numérique et culture aussi, parce que le culture, ça implique des droits d'auteur, et donc il faut payer des copyrights et des logiciels aux États-Unis, et puis des revenus qu'on va verser pour l'utilisation de certains nombres de services. Et en fait, quand on fait le bilan de tout ça, on a un solde qui est très équilibré en fait entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, c'est logique que la balance des biens européenne soit excédentaire, parce que il faut bien financer le déficit qu'on a sur la balance des services et la balance des revenus. Donc, à la fin, non, en fait, il n'y a pas de déséquilibre. Donc, la théorie, elle marche pas très bien. Ok, merci. Donc, nous allons, dans cette deuxième partie, justement, en ayant vu un peu les points forts du protectionnisme et un peu les lacunes du libre-échange, s'intéresser à l'importance qu'accorde l'Union européenne au libre-échange et mieux en comprendre les raisons. Selon vous, dans quelle mesure l'Union européenne est-elle congénitalement, bon, c'est peut-être un mot un peu fort, mais congénitalement favorable au libre-échange? Elle est congénitalement favorable au libre-échange. Si on dit que un phénomène congénital, ça vient de sa naissance, de sa conception même, l'Union européenne, et de conception libre-échangiste, puisque le traité de 1957 dispose déjà que la politique commerciale commune, à l'époque on l'appelait commune, maintenant on l'appellerait unique, bon, peu importe, de la CEE, est favorable au libre-échange et vise à réduire les droits de douane. Donc ça existe dès le traité de Rome de 1957. Et par ailleurs, eh bien, il y a des intérêts, il y a des pays qui ont intérêt au libre-échange, et donc c'est aussi la deuxième raison pour laquelle l'Union européenne est libre-échangiste, c'est que la majorité des pays sont libre-échangistes. Alors quand on regarde pourquoi, déjà il y a deux pays tout à fait spécifiques, que sont la Belgique et les Pays-Bas, qui sont les pays où il y a les plus grands ports européens. Alors, en gros, c'est les débouchés à travers les débouchés des grands fleuves européens qui vont jeter dans la mer du Nord. Il y a tout un ensemble d'industries qui sont situées de part et d'autre des rives de ces fleuves. Et donc, ils bénéficient d'un canal, du fleuve comme canal, c'est-à-dire
d'un système de transport maritime et fluvial qui permet d'accéder à ces ports et d'importer et d'exporter très facilement. Et ces ports, c'est lesquels? C'est Anvers en Belgique, c'est Rotterdam et Amsterdam aux Pays-Bas, c'est aussi Hambourg sur un autre fleuve en Allemagne. Tous ces ports permettent à ces pays, donc aux Pays-Bas et en Belgique, de gagner beaucoup d'argent. Parce que tous les flux, enfin une grande partie des flux passent par la Belgique et les Pays-Bas, les flux de commerce de biens. Donc plus on est libre-échangiste, plus il y a d'activité dans ces ports. Alors, là il y aurait une réflexion à avoir, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le libre-échange ne conduit pas forcément à l'augmentation des flux. Ça, c'est le paradoxe de Béroc. Mais de fait, aujourd'hui, c'est le cas. Parce que de fait, aujourd'hui, on a une croissance qui est faible, globalement, et donc c'est pas la croissance qui tire les échanges, contrairement à ce qui se passait au XIXe siècle, c'est plutôt la politique commerciale qui va tirer les échanges et qui va organiser les spécialisations. Donc déjà, Belgique et Pays-Bas, ils ont leur activité économique aujourd'hui est en grande partie tirée par l'activité de leur port, et donc ils ont intérêt à être libre-échangistes. Après, on a l'Allemagne, qui a un modèle exportateur. Alors l'Allemagne, ça fait très longtemps qu'elle a développé une politique qu'on peut qualifier de néo-mercantiliste, c'est-à-dire que l'objectif de l'Allemagne, c'est d'avoir un excédent de la balance commerciale. Alors il faut bien comprendre que l'excédent de la balance commerciale, tous les pays ne peuvent pas en avoir un, puisque par définition, le solde des balances commerciales de tous les pays du monde se trouve égal à zéro. Donc si un pays a un excédent, c'est que des pays autres ont des déficits. Et c'est là où on parle de néo-mercantiliste, parce que avoir pour objectif que la politique commerciale soit excédentaire, ça implique de déverser chez d'autres pays, en quelque sorte, son chômage. Voilà, puisqu'on va avoir plus d'activité, mais d'autres pays, on va avoir moins d'activité. Et cette politique néo-mercantiliste, elle est très ancrée chez les Allemands. C'est un peu une conséquence paradoxale du protectionnisme allemand du XIXe siècle, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, les Allemands, ils ont toujours été un peu obsédés par les échanges commerciaux avec les autres pays. Et donc, auparavant, ça passait par du protectionnisme, et puis aujourd'hui, ça passe par du libre-échange, mais l'objectif est le même, c'est de dégager un excédent commercial pour réduire sa dette extérieure, parce qu'il y a aussi une obsession de la dette chez les Allemands. Et donc, eux, ils sont libre-échangistes pour cette raison. Parce qu'ils ont une industrie efficace, ils pensent que c'est dans leur intérêt d'avoir un excédent commercial. Et puis, il y a tous les pays autour de l'Allemagne qui sont dépendants de l'Allemagne pour leur propre activité économique. C'est la République tchèque, la Pologne, l'Autriche, en gros tous les pays d'Europe centrale dont l'activité économique est corrélée à l'activité économique allemande. Et donc, si on commence à avoir une politique protectionniste qui va empêcher, par des mesures de rétorsion, les exportations allemandes, alors ces pays, ils vont connaître une crise. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que les droits de douane américains, ça fait quand même très mal aux Allemands, surtout que la Chine achète elle aussi moins de produits allemands, donc l'industrie allemande est en grave difficulté, et elle pose des difficultés pour tous les pays d'Europe centrale. Donc là, on a une masse de pays en fait très importante qui sont pro-libre-échange. On peut rajouter à ça la Suède et certains pays d'Europe du Nord. Et donc la minorité de blocage, c'est les pays d'Europe du Sud, pas très importante. Et même aujourd'hui, on voit bien que l'Espagne est favorable au libre-échange parce que, pour des raisons là aussi géopolitiques, ils ont des liens avec les pays du Mercosur très forts. Donc eux, ils veulent commercer parce qu'ils pensent qu'ils ont des avantages par rapport à d'autres pays européens puisqu'ils parlent la même langue que les pays d'Amérique du Sud. Donc tout ça va entraîner une propension à être libre-échangiste importante. Même si c'est un peu une fuite en avant, parce que le libre-échange allemand, le mercantilisme allemand, il entraîne des réactions d'autres pays qui vont chercher à arrêter d'importer. Donc on a aujourd'hui les États-Unis, on a la Chine, donc les grands pays importateurs de produits allemands ont arrêté d'importer beaucoup de produits allemands. Donc du coup, on essaie de se retrouver avec les pays du Mercosur. Mais en fait, c'est pas sûr que eux, dans 10 ans, ils disent pas on arrête, quoi. Donc le problème, c'est que le fond de la politique allemande néo-mercantiliste détruit en quelque sorte les autres pays, les industries d'autres pays pour développer leur propre industrie, alors qu'il faudrait davantage que l'Allemagne vende à des Européens le produit de son industrie. En fait, l'idée que le salut de l'activité économique se trouve uniquement dans les exportations, c'est absurde, parce que tout le monde peut pas avoir ça. Et donc, en fait, le néo-mercantilisme allemand, pour moi, il est en fait déjà mort, mais je veux dire, les Allemands n'en ont pas encore conscience. Ok, merci. Et justement, vous avez un peu esquissé les conséquences de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, mais j'aurais voulu qu'on s'arrête un peu sur cet accord
et c'est 15% de droits douane qui sont intégrés. Donc voilà, quelles conséquences, que ce soit pour les États-Unis d'Amérique ou pour l'Union européenne, si vous pouvez un peu aller en Ouais. profondeur là-dessus. Oui, oui, bah, cet accord, et il a beaucoup surpris beaucoup de gens, en fait, hein, parce que donc Donald Trump arrive au pouvoir en janvier 2025, dans son deuxième mandat. Tout de suite, il met en avant l'idée que les États-Unis sont les dindons de la farce du commerce mondial, ce qui, encore une fois, n'est pas complètement vrai, comme j'ai essayé de l'expliquer. Et donc, il pense que l'Union européenne arnaque les États-Unis, hein, c'est à peu près ses mots. Et donc, il va négocier avec un rapport de force qu'il pense favorable avec les Européens pour d'une part permettre davantage d'exportations américaines vers le continent européen, et puis en même temps limiter et imposer des droits de douane aux Européens. Il faut savoir qu'on avait avant cet accord des droits de douane des deux côtés, pas des taux d'ordre très élevés, hein, 3-4% en moyenne, hein, ou peut-être un peu plus, sur différents types de produits. Et donc, d'ailleurs, on avait cherché à les supprimer, hein, puisqu'on a vu cet accord du TAFTA, hein, qui était négocié dans les années 2010, et que finalement l'élection de 2016 de Donald Trump a rendu caduque. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'avoir un accord commercial où les deux parties limitent leurs droits de douane et favorisent les flux, mais maintenant, il s'agit pour Trump d'avoir un accord où lui permet s'autorise à taxer de 15%, donc c'est à peu près le chiffre pour la plupart des produits, les importations européennes, alors que l'Europe, elle, s'engage à supprimer tout droit de douane sur les importations qui viennent des États-Unis. Et c'est un peu ça le problème, enfin ce que les gens se sont rendus compte, c'est que effectivement Trump avait raison de penser que le rapport de force lui était favorable. Alors c'est peut-être lié à des négociations hautes sur l'Ukraine ou d'autres choses, mais la conséquence c'est que les Européens signent un accord où ils s'engagent à mettre à zéro les droits de douane sur les importations américaines, alors que les Américains, eux, s'autorisent à avoir 15% de droits de douane sur la plupart des produits, sauf l'aéronautique et la pharmacie où là il y a 0% de droits de douane, mais sauf aussi l'acier et l'aluminium, où là, on est à 50% de droits de douane. Mais ce n'est pas tout, parce que, et c'est là qu'on voit le rapport de force très défavorable, c'est que dans l'accord, eh bien, les Européens s'engagent à acheter du matériel militaire américain, donc ça détruit toute la stratégie d'Europe de la défense. Ils s'engagent à investir des centaines de milliards d'euros aux États-Unis, donc là, ça veut dire que l'épargne européenne va aller financer le développement américain, alors que la stratégie européenne, c'est exactement l'inverse. Et ils s'engagent aussi à acheter des hydrocarbures pour des montants là aussi considérables sur les 3 prochaines années, alors bien sûr qu'ils avaient besoin, enfin, l'Europe ne produit pas beaucoup d'hydrocarbures, donc elle a besoin des importations, mais le GNL américain est beaucoup plus cher que le gaz russe dont elle disposait, et puis l'objectif quand même, c'est la transition climatique et la décarbonation des économies. Et là, en fait, on voit bien que si on s'engage à acheter beaucoup de pétrolier aux États-Unis, ben, on ne sera plus tellement incité à organiser la décarbonation. Et en fait, c'est plutôt ça qui est, à mon avis, problématique. Au-delà des droits de douane, qui sont absorbables, hein, 15% de droits de douane, c'est pas non plus catastrophique, même si c'est injuste, parce que la balance commerciale, si on prend les services et les revenus, la solde courant est globalement équilibrée. Mais indépendamment de ça, c'est surtout que l'Europe s'engage à renoncer à toute sa stratégie, la décarbonation, la transition écologique, le développement de l'industrie de la défense, et puis le fait que l'épargne européenne aille investir d'abord en Europe et non pas dans d'autres pays. Et donc toutes ces stratégies qui étaient mises en avant par Ursula von der Leyen au cours de sa réélection, au moment de sa réélection en 2024, eh bien, étaient balayées. Et là, on se dit, mais c'est quand même pas possible, dans cet accord, de s'engager à faire l'inverse de tout ce qu'on avait promis qu'on ferait, quoi. Pour moi, c'est ça le fond du problème. Et c'est là où le rapport de force est déséquilibré. Et puis, il y a un élément qui est totalement absent de l'accord, mais qui en fait est un énorme problème, c'est le numérique. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, si les Américains parviennent à avoir une balance, un solde courant à peu près équilibré, c'est grâce aux services et aux revenus. Et les services et les revenus, c'est beaucoup le numérique. C'est-à-dire que c'est les Européens qui achètent des droits de licence pour des logiciels américains, etc., etc. Et ça, c'est considérable. Hein, moi, je l'appelle un tribut numérique. L'Europe, elle paye un tribut numérique aux États-Unis. Et donc, du coup, le fait que cet aspect-là ne soit pas dans l'accord va conduire Trump à menacer l'Europe de sanctions si elle commence à davantage réguler le numérique ou taxer les profits des entreprises numériques qui sont toutes américaines. Et les Européens auraient dû dire, puisque c'est pas dans l'accord, alors ça veut dire qu'on a le droit, mais on connaît Trump. En fait, il aurait fallu que ça soit dans l'accord pour dire
pour que les Américains reconnaissent le droit des Européens à taxer ce qu'ils souhaitent taxer, en fait, hein, et à réguler ce qu'ils souhaitent réguler. Ça ne regarde pas les États-Unis si les Européens décident de réglementer davantage l'usage des réseaux sociaux, par exemple, ou les revenus de publicité de Google. Et on a vu que Trump, il n'en avait pas grand-chose à faire, puisque en septembre, Google a été condamné à une amende de 3 milliards d'euros parce qu'elle favorisait ses publicités au détriment de publicités d'autres opérateurs. Donc c'est abus de position dominante en langage juridique. Et immédiatement, Trump a dit c'est pas possible, on va vous instaurer des droits de douane pour vous apprendre à vivre. Donc il renonce lui-même à l'accord parce que justement, il n'a jamais reconnu la souveraineté des Européens sur le numérique américain, quoi. Voilà, donc vraiment c'est l'humiliation totale cet accord, hein. Votre formule sur le tribut numérique est assez intéressante et je trouve qu'elle fait bien écho avec la formule d'Arnaud Montebourg de colonisation numérique. Oui. Le tribut, c'est pas pour rien, hein. Le tribut, c'est ce que le pays dominant impose au pays dominé. C'est les phénomènes de colonisation très traditionnels, hein, c'est-à-dire le fait qu'on impose, d'abord on remporte une victoire souvent militaire sur un pays qu'on domine, et ensuite on va lui proposer une forme d'échange inégal, où on lui dit, maintenant je te protège, en échange tu me paieras un tribut. Voilà, donc c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la protection américaine, maintenant, elle est monnayée par les États-Unis, la puissance militaire américaine est monnayée, on le voit dans la guerre en Ukraine, mais maintenant on le voit aussi, puisque on peut plus réguler, ou on peut plus même empêcher le numérique américain de nous coloniser, puisqu'il faut qu'on paye, et on peut pas taxer ces industries, donc on peut pas récupérer de l'argent, voilà, il va entièrement aux États-Unis. Donc oui, c'est bien une forme de tribut numérique. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas beaucoup de volonté pour en sortir, hein, de cela. Enfin, en tout cas, je le vois pas, quoi. Ouais, je le vois pas non plus. Donc, au sein de cette Union européenne, avec une forte coalition de pays pro-libre-échange, la France, elle, a un déficit de la balance des biens significatif de 81 milliards d'euros. Peut-être faut-il mettre en perspective ce déficit avec le solde courant ou avec la balance des services, vous le ferez si vous voulez, mais que pouvons-nous dire de ce chiffre? En fait, ça, c'est la conséquence de la désindustrialisation française. Alors, on peut la noter, la désindustrialisation, comme on va la noter de différentes manières, soit en regardant la part de l'industrie manufacturière dans le PIB. Aujourd'hui, on est entre 10 et 12%. La part de l'industrie manufacturière dans l'emploi, c'est-à-dire là aussi, c'est entre 10 et 12% de l'emploi total qui est lié à l'industrie manufacturière. Et en fait, le truc, c'est quand on n'a plus d'industrie manufacturière, forcément, on va se mettre à importer des biens manufacturés et à peu exporter, à moins exporter de ces biens. Donc, on arrive avec un déficit fort sur la balance des biens. Dans la balance des biens, il y a aussi le produit agricole. Et là aussi, la France connaissait des excédents importants de sa balance agricole. Maintenant, on connaît des déficits, en réalité, depuis quelques temps. Et là, pour la première fois en 2025, pour la première fois depuis plus de 50 ans, la France va être déficitaire sur la balance agricole. C'est quand même grave. Après, du point de vue financier, ce déficit de la balance des biens n'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que la France est un grand exportateur de services et donc se rattrape sur la balance des services. Et quand on inclut les services, eh bien on a un déficit qui n'est plus de 83, vous disiez, ou 81, je ne sais plus. 81. Voilà, 81. Maintenant, le déficit, il est à 9,6 milliards sur les biens et les services. D'ailleurs, une des choses qui a limité le déficit biens et services de la France, c'est la baisse de la facture énergétique, parce que le pétrole a baissé, le gaz qu'on achète a baissé. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on devrait mettre en avant, c'est-à-dire que la décarbonation de l'économie française, c'est utile. Ça évite de financer les monarchies du Golfe, ou les États-Unis, ou d'autres pays exportateurs de produits pétroliers. Donc là aussi, quand on parle de la question de faut-il avoir des voitures électriques, moi je pense que oui, et pas uniquement pour des questions écologiques, même si je pense que c'est important pour la question écologique, mais pour notre dépendance, on ne produit pas de pétrole, mais on consomme énormément de pétrole dans nos véhicules. Si on consomme pas non plus de pétrole pour produire de l'électricité, donc si on passe à des voitures électriques, eh bien on réduit la facture énergétique vis-à-vis de tous ces pays. Et je comprends pas d'ailleurs que des souverainistes ou même des gens de droite soient contre les voitures électriques, parce que de leur point de vue même, c'est extrêmement important. Donc ça c'est un petit parenthèse. Alors ça explique le déficit, mais il y a aussi la balance des revenus.
dans le solde courant. Et là aussi, la France est en excédent sur la balance des revenus, parce qu'elle a aussi un patrimoine. Ces entreprises du CAC 40, elles font beaucoup de profits à l'étranger, et donc ces profits sont rapatriés pour partie en France. Et donc, ça crée aussi des revenus supplémentaires. Et à la fin, on est quasiment à l'équilibre sur la balance des soldes courants en France. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que c'est normal d'être en équilibre. Je veux dire, à quelques milliards près, on est en équilibre. C'est normal d'être en équilibre. Et souvent, un déficit dans un endroit ou un excédent dans un endroit explique le déficit dans l'autre. Je prends la balance des services. Je n'ai pas dit une chose, mais ce qui est inclus dans la balance des services, c'est le tourisme. Et la France est un grand pays touristique. C'est un des plus grands pays touristiques au monde. Et en particulier, même si les gens restent moins longtemps qu'en Espagne, donc ils y pensent moins, parce que c'est aussi un pays de transit, le niveau quand même des revenus en termes de services que la France récupère par le tourisme est très important. Il faut comprendre que si on récupère beaucoup d'argent grâce à ça, eh bien mécaniquement on va être amené à le dépenser sous forme de consommation. Et ça fait augmenter la consommation, et donc ça fait augmenter les importations de produits manufacturés. Et donc, il ne faut pas voir le déficit de la balance des biens uniquement comme une conséquence de la désindustrialisation, même si c'en est une. C'est aussi une conséquence de l'excédent sur la balance des services et sur la place touristique. Et on ne peut pas l'en empêcher. De la même façon que les États-Unis sont en déficit sur la balance des biens vis-à-vis de l'Europe, oui, mais c'est parce qu'en fait, ils ont des excédents sur la balance des services, des excédents sur la balance des revenus, et donc ça compense. Et donc, il y a aussi cet effet-là, en fait, et qui n'est pas un effet négatif. Quand on a beaucoup d'argent parce qu'on est une grande destination touristique, eh bien mécaniquement, on va se retrouver à devoir dépenser cet argent, et donc mécaniquement, on se retrouve avec un déficit sur la balance des biens. Voilà. Donc, ce qu'il faut simplement faire, c'est quand même éviter une désindustrialisation trop importante, parce que derrière la désindustrialisation, il y a tout un ensemble de métiers, de compétences et de questions de souveraineté qui sont liées. Donc, il faut soutenir l'industrie, mais il ne faut pas regarder uniquement les soldes comme étant le signe d'un déclin ou d'un effondrement de l'économie française. C'est plus compliqué que ça. D'accord, mais est-ce que vous considérez par exemple que si on estime à long terme un peu la croissance économique et qu'on se projette, est-ce que c'est sain d'avoir une économie qui s'est beaucoup désindustrialisée et qui peine à reconquérir des parts industrielles avec une Mmh. économie touristique forte? Mmh. Non. Alors voilà, donc c'est là où ce que je viens de dire a des limites. Ce que je veux dire simplement, c'est que il faut toujours, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours intégrer que les soldes sont liés les uns aux autres. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas juste regarder le solde de la balance des biens comme un élément qui va expliquer la désindustrialisation. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup de gens disent c'est la fin de l'économie américaine parce que la balance des biens est très déficitaire. Et en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que l'industrie américaine n'est pas si faible. Et par ailleurs, si on regarde la valeur ajoutée produite par la production manufacturière des États-Unis, c'est plus que le Japon et l'Allemagne réunis. Donc c'est quand même, ça reste encore la première puissance industrielle, bien que le taux d'emploi dans l'industrie manufacturière soit faible. Mais c'est un grand pays, les États-Unis. Bref, j'arrête la parenthèse pour dire qu'il n'empêche qu'un déficit de la balance des biens peut aussi se traduire et être la conséquence plus précisément d'une désindustrialisation, et que la désindustrialisation en soi est un vrai problème. Et c'est un vrai problème pour plusieurs raisons. D'abord parce que la production industrielle nécessite des compétences complexes que ne nécessitent pas les services, très souvent. Et notamment dans le tourisme. Clairement, les emplois dans le tourisme sont moins bien payés. C'est des activités, on va dire, à rendement décroissant, c'est-à-dire que plus on va voir augmenter la masse de touristes, plus le revenu par touriste va baisser. Le tourisme de masse, en fait, c'est un tourisme qui rapporte moins d'argent par touriste que le tourisme un peu moins massif. Et ça, c'est un problème. Si on veut avoir des emplois bien rémunérés, eh bien, on ne peut pas se contenter du tourisme comme activité économique. Et il faut de l'industrie. L'industrie, c'est aussi la technologie. La technologie, c'est le savoir scientifique. Quand on dit on va être juste des ingénieurs qui vont concevoir, et puis on va délaisser la production à d'autres pays en voie de développement où les salaires sont plus faibles, on se trompe, parce que la production est très liée à la conception, à l'ingénierie et à la recherche. Et donc, se voir disparaître, faire disparaître toute une filière de production manufacturière, c'est aussi faire disparaître des emplois connexes qui sont liés au développement, à l'ingénierie, à la formation et même à la recherche fondamentale. Si des pays comme la Chine commencent à avoir de très bons ingénieurs et de très bons chercheurs, c'est parce qu'ils ont une industrie.
Alors que donc quand il n'y a pas d'industrie, souvent, il y a pas beaucoup de recherche, en tout cas dans les sciences dures, les sciences d'ingénieurs. Donc, il faut défendre l'industrie manufacturière pour ces raisons, mais il faut aussi défendre l'industrie manufacturière pour des raisons de souveraineté. Et là aussi, quand on voit qu'aujourd'hui on essaie de se réarmer en France, bon, alors, on peut critiquer la politique de réarmement, peu importe, c'est pas mon problème, enfin mon propos, pardon. En revanche, si on n'a plus d'industrie manufacturière, on ne pourra rien réarmer du tout. C'est-à-dire que le principe de prévoir un peu ce qui va se passer ou les enjeux qu'il peut y avoir géopolitiques ou autres à l'avenir, ça implique aussi d'avoir réfléchi à comment la filière peut exister de manière autonome. Si on n'a plus d'industrie manufacturière en général, on va plus avoir d'industrie de défense en particulier, parce que les compétences sont assez redéployables d'un niveau à l'autre. En gros, si vous fabriquez des voitures avec des tôles d'acier, avec des machines qui permettent de traiter ces tôles. Ça c'est très bien, vous avez ces compétences. Le jour où il faut fabriquer des missiles, c'est assez facile, puisque c'est à peu près les mêmes compétences qu'il y a. C'est pas forcément exactement les mêmes produits, mais on peut redéployer l'industrie manufacturière dans un endroit ou un autre. De la même façon, si vous voulez devenir une puissance industrielle, si vous voulez devenir une puissance agricole, il faut des tracteurs, donc des moteurs, donc une industrie manufacturière et une production de véhicules. Les touristes même impliquent le bâtiment. Le bâtiment, c'est aussi de l'industrie manufacturière quelque part. Il faut produire dans les bâtiments touristiques, il faut avoir des éléments, des fenêtres, des choses comme ça qui sont le produit de l'industrie manufacturière. Et donc le souci, c'est quand on perd toute l'industrie manufacturière, en fait, ça conduit à terme à un effondrement de l'économie, parce que toutes les activités, qu'elles soient services, militaires ou autres, ou agricoles, ont besoin de l'industrie manufacturière, et on ne peut pas importer toutes nos machines ou tous nos fenêtres, par exemple, dans le bâtiment, ou nos tracteurs dans l'agriculture. On ne peut pas tout importer au bout d'un moment. Voilà, donc ça c'est un danger de perdre en compétences dans l'industrie manufacturière. Ok, c'est très clair. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie. Dans cette troisième partie, nous évaluons si la France peut rester compétitive sans avoir recours aux barrières douanières, donc à une politique protectionniste, en d'autres termes. Le modèle de protection sociale français a un coût sur le facteur significatif. Dès lors, la question auquel nous allons essayer de répondre est pouvons-nous concurrencer en conservant les principaux attributs de notre modèle social les États qui ont des coûts plus faibles parce qu'ils ont justement pas ce système de protection sociale aussi généreux que la France? Alors c'est une grande question qui est très d'actualité aujourd'hui. On parle beaucoup du fait que les salaires payent des cotisations très élevées. Mais le coût du travail, il faut comprendre que c'est le coût des cotisations sociales plus les revenus salariés. On peut tout à fait avoir au même coût soit des revenus plus importants, et donc des cotisations plus faibles, soit des cotisations plus importantes et des revenus nets plus faibles. J'ai envie de dire ça c'est un choix social, c'est pas un choix économique. Mais dire il faut baisser les cotisations en maintenant les revenus nets, ça veut dire simplement qu'on baisse le coût du travail et qu'on baisse les salaires globalement, qu'ils soient socialisés, les cotisations sociales ou directes. Donc ça c'est pas la même chose. En fait, la question plus précisément, c'est de dire est-ce qu'on doit baisser ses salaires en général, enfin son coût salarial, pour être plus compétitif? Et là, la réponse que j'aurais tendance à dire, c'est en fait non. En fait, ça ne suffirait pas. D'ailleurs, on l'a vu quand on a vu des pays comme la Grèce ou des pays ou l'Italie. C'était des pays qui étaient effectivement en déficit, alors notamment pour la Grèce, un déficit extérieur très important. Donc déjà, premièrement, c'est pas le cas de la France. On a un solde courant qui est à peu près équilibré, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire que, en gros, la balance des services compense la balance des biens, pour le dire le simplement possible. En Grèce, il y avait un solde courant extérieur extrêmement élevé, dégradé, c'est-à-dire un déficit de plus de 10% du PIB. Donc c'est considérable. Et ça s'est rééquilibré. Et les gens disent, voyez, grâce aux efforts qu'on a fait, c'est-à-dire la baisse des cotisations sociales, la baisse des dépenses publiques, eh bien, on a rééquilibré les soldes courants grecs. Sauf que quand on regarde en détail, la Grèce n'exporte pas plus aujourd'hui qu'elle l'exportait avant. C'est pas ça. En fait, le rééquilibrage n'est pas fait par la hausse d'exportation, mais par la baisse des importations.
C'est-à-dire que quand on donne moins d'argent aux gens, que ce soit en termes de salaire net ou en termes de salaire socialisé, de cotisation ou de retraite, parce que globalement les salaires socialisés c'est beaucoup les retraites, eh bien si on baisse les retraites, on baisse les revenus des gens, donc on baisse les importations. Et si on baisse les importations, on rééquilibre le solde. Mais à la fin, les gens ne sont pas plus heureux. Hein. Et donc le problème qu'il y a derrière, c'est que les solutions entre guillemets qui disent il faut baisser le coût du travail en baissant les cotisations et donc en baissant les retraites, c'est pas un choix économique, c'est un choix social. Je veux dire, c'est pas un choix économique dans le sens où ça va pas augmenter la croissance, ça va pas augmenter les exportations, ou de manière extrêmement marginale. Ce que ça va faire, effectivement, ça va rééquilibrer le solde. C'est ce que plus ou moins ce qu'a fait l'Allemagne hein, dans les années 2000, avec une baisse des coûts de son modèle social, et à la fin, elle n'a pas eu plus de croissance que la France. En revanche, elle a eu effectivement un excédent commercial parce que les Allemands ont arrêté d'importer. Ils ont arrêté d'acheter parce qu'ils avaient moins de revenus. Donc, si la solution c'est de dire, eh bien, donnons moins de revenus aux Français, comme ça ils consommeront moins et il y aura moins d'importations et donc ça va rééquilibrer le solde. Ok, mais c'est pas un problème économique. Et encore une fois, comme j'ai dit, tous les pays peuvent pas être en excédent. Et donc, comme la France est équilibrée, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà, et ça ne suffira pas pour la réindustrialisation à moyen et long terme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la réindustrialisation? Déjà, il faut avoir des politiques industrielles. Mais ça, je pense qu'on va y venir dans votre prochaine question. Oui, alors là, on va plus revenir dans la prochaine question, si ça vous convient, Oui. sur les politiques commerciales, mais qui peuvent en fait être des politiques industrielles un peu déguisées. Oui. Notamment en prenant l'exemple très concret de la culture et de l'agriculture, voilà. Qui font et faisaient l'objet de barrières douanières significatives. Est-ce que ces deux exemples ne montrent-ils pas que la protection d'une industrie permet de préserver ce tissu économique? En fait, j'aime beaucoup comparer l'agriculture et la culture parce que ce sont effectivement deux secteurs dans lesquels on a des politiques protectionnistes. Mais pas avec les mêmes arguments et il y en a en fait une des deux qui est beaucoup moins protectionniste que l'autre. Concrètement, l'agriculture n'est pas protégée dans les accords commerciaux. Les Français ont obtenu une exception culturelle au sens où on peut subventionner légalement l'industrie culturelle, hein, c'est les systèmes de financement du cinéma. On peut contrôler la diffusion de musique en imposant des quotas de diffusion de musique française sur les radios, alors qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas imposer une production locale agricole au supermarché, par exemple. Donc le modèle a été beaucoup plus protecteur de la culture que de l'agriculture. Et la réalité, c'est qu'effectivement, grâce à la politique culturelle, alors qui passe aussi par le prix unique du livre, hein, je n'en ai pas parlé, mais là aussi une régulation des prix de vente. Alors, ça ne veut pas dire que l'État décide du prix des livres, mais il décide d'une régulation qui fait qu'on ne peut pas vendre un livre, on ne peut pas faire de solde sur un livre qu'on vend. Bref, l'agriculture, elle, eh bien, elle n'a pas connu les mêmes protections. On a eu effectivement au début de l'Union européenne, au début de la CE, des tarifs extérieurs agricoles et des systèmes de contrôle des prix agricoles par le principe des prix garantis. Mais cette politique a été complètement abandonnée depuis les années 90. On a changé, on a passé des subventions, enfin des principes des prix garantis où les agriculteurs savaient qu'ils allaient vendre à des prix hors marché en fait, leur production par des prix négociés. On est passé à des prix de marché et puis des subventions à l'hectare. Et puis on a cessé de conclure des traités de libre-échange qui incluent les produits agricoles et donc on a baissé progressivement les droits de douane sur les importations de produits agricoles. Et puis en Europe même, on a permis à des pays comme l'Espagne par exemple de concurrencer complètement avec une main-d'œuvre très peu payée, souvent immigrée et parfois illégalement dans tout le sud de la péninsule ibérique. On a des travailleurs marocains qui viennent travailler en étant très peu payés et qui produisent des fruits et légumes pour toute l'Europe et en particulier pour la France. Et donc notre activité de production de fruits et légumes s'est totalement effondrée depuis 20 ans. Donc voilà, donc tout ça pour dire que oui, le protectionnisme fonctionne. On le voit aujourd'hui dans la culture, qui continue, grâce au principe d'exception culturelle, qui continue d'être une politique vivante en France. Alors il y a encore des débats là-dessus. L'extrême droite veut supprimer toutes les subventions au cinéma et donc remettre en cause ce principe-là. Mais pour l'agriculture, on n'a plus du tout une politique protectionniste. Un pays qui continue d'avoir une politique protectionniste, d'ailleurs, c'est la Suisse.
Les libéraux mettent toujours la Suisse en exemple, parce qu'effectivement, c'est un pays qui est très libéral et très libre-échangiste sur beaucoup de plans, mais pas sur l'agriculture. Et ça permet de protéger les agriculteurs suisses. C'est-à-dire qu'on n'importe pas du tout en Suisse les produits que les Suisses peuvent produire. Hein. Il y a une préférence nationale pour les produits agricoles. Ça n'existe pas du tout en France. Alors, pour étendre un peu la réflexion, est-ce qu'on ne devrait pas mener ce type de politique sur d'autres aspects par exemple, déjà dans le numérique, parce que le numérique, c'est quand même aussi l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on protège les films, mais pas les logiciels alors que c'est soumis au droit d'auteur dans les deux façons. Hein. Pourquoi est-ce que mon université, par exemple l'université d'Angers, qui est en déficit comme quasiment toutes les universités françaises, hein, parce que on demande aux universités de payer davantage et on leur donne pas plus d'argent, hein, donc du coup elles sont en déficit, c'est logique. Eh bien, l'université d'Angers paye des centaines de milliers d'euros pour les logiciels Microsoft qu'elle met à disposition de ses étudiants et de ses personnels. Est-ce que on pourrait pas imposer l'usage de soit de logiciels libres, soit que l'État crée voilà des logiciels ou l'Union européenne crée des logiciels qui pourraient faire en sorte qu'on soit moins dépendant des États-Unis et qu'on paye moins de redevances. Hein, ça limiterait le tribut numérique. Donc ça, typiquement, ça pourrait être une politique. L'IA, pareil. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser ChatGPT ou les systèmes de publicité sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme la Chine, par exemple, qui a interdit l'usage de Facebook et d'autres réseaux sociaux américains pour développer ses propres réseaux sociaux? Ça c'est une question de volonté politique, en fait. Hein, et pour toutes ces industries qui sont à rendement très croissant, il faut créer un logiciel. Et une fois qu'on a payé le coût de la création du logiciel, ça coûte quasiment rien pour la diffusion. Donc ça veut dire que quand on a un marché de 450 millions de personnes, de consommateurs en Europe, eh bien on pourrait tout à fait avoir des logiciels européens qui seraient très performants et qui auraient un marché captif. Voilà, on pourrait faire ça. Puis après, il y a d'autres choses. Il y a l'industrie d'armement, il y a tous les secteurs. Même moi, je pense que le secteur textile. Alors, on continue d'avoir une industrie textile en France, donc ça c'est bien, mais c'est quand même beaucoup effondré. Pourquoi est-ce que on ne considère pas ça comme stratégique? Parce que s'habiller, c'est vital. Hein. Enfin, je veux dire, tout ce qui est vital, c'est s'alimenter, s'habiller, se loger. Si tous nos sous-vêtements viennent de Chine et qu'un jour la Chine arrête d'exporter les sous-vêtements, je prends un exemple un peu caricatural, bon, on sera quand même bien embêté. Voilà, donc il faudra reconstruire des filières, tout ça va être très compliqué. Donc voilà, donc l'idée sur laquelle on peut vouloir garder les productions nationales de certains types de produits, nationales ou européens, à la limite, on peut raisonner à l'échelle européenne. Voilà, c'est pas une idée absurde. Parce qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe si les flux commerciaux s'arrêtent, si un pays veut plus exporter des biens qui sont absolument nécessaires à notre économie ou à notre survie. C'est des questions qui sont légitimes en fait. Mmh. Donc on comprend bien que la compétitivité française doit nécessairement passer par un protectionnisme, qu'il soit européen ou national, ça peu importe, mais en tout cas voilà. Oui, mais couplé à une politique industrielle. C'est-à-dire que on ne peut pas juste dire on va taxer davantage les importations, et par ailleurs, d'ailleurs c'est un truc amusant. Tout à l'heure je disais que le protectionnisme ce ne sont pas des murs, ça n'empêche pas de commercer. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, parce que parfois c'est caricaturé le protectionnisme comme l'autarcie. Alors c'est pas du tout pareil. L'un des produits les plus taxés en France, c'est le pétrole. On a une taxe spécifique qui se rajoute à la TVA, hein, la taxe sur les produits pétroliers, et pourtant on importe beaucoup de pétrole. Mais l'idée, c'est d'avoir un avantage supplémentaire pour justement la décarbonation, et puis des recettes fiscales assez faciles à avoir. On pourrait développer ce genre de choses aussi, en disant, peut-être que, pétrole, on va pas taxer le pétrole, ça va pas nous faire produire du pétrole, parce qu'il n'y a pas de champs pétrolifères en Europe et en France. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on fait si on veut développer, par exemple, les batteries et les voitures électriques? Certes, il faut taxer les voitures chinoises, hein, pour que ça soit, pour simplement que les prix des voitures européennes et françaises soient compétitifs vis-à-vis des voitures chinoises. Donc voilà, donc ça vaut le coup de les taxer. Mais après, il faut réfléchir à toute la filière, les terres rares, la production de batteries. Donc réfléchir à déjà où ces choses-là s'implantent, les mines aussi. Il faudrait des mines de lithium en France. Et en fait, à chaque fois qu'on veut implanter une nouvelle usine de batterie ou une nouvelle mine, il y a souvent les riverains qui sont pas contents. Et donc, il faut réfléchir aussi à comment on restructure la chaîne de production
plutôt que simplement dire, bah voilà, on va juste faire des droits de douane, et puis vous allez voir, le marché va spontanément produire les voitures qu'on a taxées, les voitures chinoises qu'on a taxées. Mais si on réfléchit pas à tout, bah en fait, on va se retrouver à devoir produire des voitures peut-être en France, mais avec des batteries chinoises et des terres rares raffinées en Chine, et on n'aura pas réduit notre dépendance en fait. Donc voilà, donc ça veut dire un peu réfléchir à moyen long terme. Ce qu'on avait fait en France après la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire, donc il y avait des réflexions à 5 ans ou 10 ans de stratégie. Aujourd'hui, dans le cadre du marché unique européen, c'est très compliqué parce que justement, on veut dépolitiser l'économie, on veut que ce soit le marché, les industriels qui décident de l'allocation des facteurs et de où on va produire telle ou telle chose. Moi, je pense qu'on ne peut pas raisonner que comme ça. D'ailleurs, si on raisonne à l'échelle européenne, on va se retrouver là aussi avec par exemple, l'électroménager produit en Pologne, disparition de Brandt et d'autres productions ailleurs dans les pays occidentaux. Ben oui, mais si la Pologne voilà, quitte l'Union européenne, si elle est en conflit ouvert avec la Russie, on n'aura plus de machines à laver. Bon, bah c'est embêtant. Donc faut pas raisonner uniquement en disant on va aller là où c'est le moins coûteux. Faut réfléchir aussi à qu'est-ce qui pourrait se passer et à réorganiser une industrie qui soit plus résiliente, c'est-à-dire qui soit moins dépendante des intrants, quitte à ce que ça coûte plus cher. Je trouve pas ça choquant de vouloir organiser une production industrielle plus onéreuse, un peu, je prenais le cas du Pérou tout à l'heure, et bien on pourrait aussi l'appliquer à la France. Parfois, ça coûte plus cher de produire localement, mais ça peut valoir le coup, y compris à long terme, parce que ça crée plus de résilience, ça crée plus d'autonomie, ça permet aussi aux travailleurs qui travaillent dans ces filières, peut-être moins compétitives, mais d'être quand même mieux payés et d'avoir des compétences qui seront nécessaires pour l'avenir. Voilà, donc c'est là où la politique commerciale est nécessaire, pas toujours suffisante, et faut surtout avoir des responsables politiques voilà, qui se projettent un peu dans l'avenir et qui essayent de réfléchir à comment on organise des filières. Si on veut importer des choses, est-ce qu'on pourrait les produire sur place, à quel coût? Voilà, c'est des arbitrages complexes en fait, tout ça derrière. Mais ça me paraît pas absurde de vouloir y réfléchir en tout cas. Pour nos auditeurs, je fais un peu un rétropédage, mais je pense que c'est intéressant. Premièrement, vous parliez du textile et que c'était voilà, très important. Effectivement, on l'a vu pendant le Covid avec les masques, Ouais. où on importait beaucoup de masques chinois. Et ce qui s'est passé, c'est que la France a voulu remonter des usines qui produisent des masques français, mais en l'absence de barrières douanières, en fait, elles se sont fait directement concurrencer par les masques chinois. Et ces industries, il me semble, alors je n'ai pas revérifié, mais il me semble ont fait faillite, ou en tout cas Oui, ont très peu fonctionné. Voilà. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas les Chine, c'est Vietnam très souvent qui Ah, produisait Vietnam, les masques. ouais. Non, mais c'est la Chine aussi, hein. Mais voilà, après, on s'est dit on va moins importer de la Chine, puis du coup, on s'est mis à importer du Vietnam. Et oui, la crise du Covid, ça montre aussi le problème qui se passe quand on veut, quand tout d'un coup un événement arrive qui rend un produit absolument nécessaire, mais qu'on produit pas sur place, bah, on se retrouve à avoir, enfin, les hôpitaux ont fonctionné quand même pendant des semaines avec une pénurie de masques. Et si on a le porte-parole du gouvernement, si vous vous souvenez, qui expliquait qu'il fallait surtout pas porter de masques parce que les Français savaient pas les mettre, c'était parce qu'en fait, il y avait une pénurie et le gouvernement n'osait pas l'avouer parce que il avait délégué aux hôpitaux la gestion des masques et les hôpitaux, avec les coûts budgétaires qu'ils subissaient, eh ben ils ont pas fait les stocks qu'ils auraient dû faire. Mais ça c'est un épisode sur un cas particulier. Et encore les masques, c'était pas la chose la plus stratégique. C'était important à l'époque, hein, bien sûr, mais voilà. Mais il y a plein d'autres choses qui pourraient être beaucoup plus graves. Le fait que la Chine arrête d'exporter ses terres rares fait que on pourra plus produire de batteries. Enfin, je veux dire, batteries électriques pour nos véhicules. Donc, on est en train de mettre une stratégie de production de batteries, mais les batteries nécessitent des terres rares et les véhicules électriques, pour leur fonctionnement, nécessitent aussi parfois des terres rares. Et on est à la merci des décisions chinoises qui peuvent nous dire, bah, écoutez, non, voilà, si vous êtes pas gentil avec moi, j'arrête d'exporter mes terres rares. Donc voilà, ça fait partie des questions qu'il faut réfléchir quand on est un gouvernement. Bah merci, ça a été très intéressant. Je pense que nous avons bien parcouru le sujet de la politique commerciale. En tout cas, on a essayé de le faire. Comme à chaque fin de podcast, je vais vous demander si vous auriez un article, ouvrage, film ou document à conseiller en lien avec ce dont on a parlé, afin que nos auditeurs puissent, s'ils le veulent, approfondir cette conversation. Oui, alors, moi je voulais parler de deux auteurs, dont un dont on a déjà parlé, qui est Paul Béroc, donc qui est un économiste suisse qui a travaillé pour le GATT,
dans l'économie, donc il connaissait beaucoup le commerce international et qui est intéressant parce que justement, c'est plutôt une voie protectionniste qui défend le protectionnisme. Peut-être le GATT? Le GATT, oui, c'est l'ancêtre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, c'est General Agreement on Tariff and Trade. Ça a été créé en 1947 par les pays occidentaux pour organiser les flux commerciaux. Et donc, il était économiste en Suisse, c'était un Suisse, et il a fait beaucoup d'histoire de l'économie. Et donc, le livre qu'on a cité déjà, c'est Mythes et paradoxes de l'histoire économique. Et c'est un petit livre assez facile à lire, alors qui est publié en 1996, donc c'est déjà ancien, mais comme il parle d'histoire, ça n'a pas beaucoup changé. Et notamment, c'est le paradoxe dont on a parlé, le paradoxe de Béroc, qui est que quand on a des politiques plus protectionnistes, on augmente le volume du commerce international. Et puis un autre auteur, cette fois-ci contemporain, qui me semble intéressant, c'est Dani Rodrik, R-O-D-R-I-K, qui est un économiste à Harvard, d'origine turque, et qui a beaucoup publié d'ouvrages et d'articles sur le libre-échange, avec une vision assez fine, pas aussi protectionniste que Paul Béroc, mais puisqu'il est quand même très mainstream, très orthodoxe dans sa pensée, mais avec pas mal de nuances. Et il a écrit un livre qui s'appelle La mondialisation sur la sellette, que je recommande, et puis il écrit aussi régulièrement des articles. Et dans ses travaux, il réfléchit notamment sur les liens entre libre-échange et populisme. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre les conséquences politiques du libre-échange. Et je trouve que c'est vraiment intéressant qu'un économiste aille un peu au-delà de sa sphère et des avantages comparatifs de Ricardo. Je vous remercie beaucoup pour ces recommandations et pour votre venue. J'invite à nouveau les auditeurs à lire vos ouvrages, que ce soit sur le néolibéralisme ou l'Union européenne. Vous avez notamment récemment publié La gauche peut-elle combattre le néolibéralisme, qui est une analyse en profondeur des enjeux et des défis de la gauche très pertinente. Vous avez également une chaîne YouTube où vous mettez vos interventions sur des thématiques économiques précises et où les auditeurs pourront retrouver également cet entretien. Merci à tous les auditeurs pour l'écoute et n'hésitez pas à diffuser ce podcast ainsi que commenter et liker.